Considérée comme un des événements marquants du XXe siècle, la Première Guerre mondiale aura impliqué plus de soldats, provoqué plus de morts et causé plus de dégâts matériels que toutes les guerres auparavant. Plus de 60 millions de soldats y ont pris part, faisant plus de 18 millions de morts civils et militaires. En France, à la fin de ce conflit, 10% de la population active masculine a été tuée ou est portée disparue. Plus de 4 millions de soldats français ont été blessés et 1 million d'entre eux resteront invalides. Les combats se déroulèrent sur différents fronts situés principalement en Europe, comme le front de l'Ouest qui s'étendait sur plus de 600 km, de la frontière franco-suisse à la mer du Nord, caractérisé par un ensemble de tranchées de fortifications séparées par une zone appelée le No Man's Land. Ce front traversait plusieurs communes et villages, et parmi eux, le hameau de Wemacar. Situé près d'Armentières, dans le nord de la France, à 10 km au nord-ouest de l'île, le hameau de Wemacar a la particularité d'avoir en son centre un carrefour où se rejoignent 4 communes, Prémec, Entières-en-Wep, Houpline et La Chapelle d'Armentières. Avec plus de 1000 habitants avant 1914, Wemacar connaît une activité intense. Certaines de ces activités sont connues, au moins une qui est connue jusqu'à Paris, ce sont celles des gaufres de Wemacar. Une autre activité importante du village de Wemacar, c'est la fabrication de tuiles, de pannes, de briques, de céramique, et particulièrement avec l'entreprise des pâtures Cousin. Il y a eu plusieurs tuileries, Jonville, Bonzel, des pâtures. La plus importante, c'est la tuilerie des pâtures qui se trouvait sur la commune de Prémec. Il y a bien sûr beaucoup d'artisans et de commerçants. D'autres activités, bien sûr, les activités sont centrées sur l'agriculture et bien sûr sur le mode de déplacement qui est le cheval et la voiture à cheval. Donc on a toute une série de métiers qui tournent autour de l'agriculture. Alors c'est bien sûr agriculteurs, maraîchers, jardiniers, vachers, marchands de chevaux, de porcs, de moutons, marchands de laine, marchands de peau, etc. La localité de Wemacar, qui n'a pas d'administration communale, a cependant tous les ingrédients d'une commune, avec une église, une école, une société de sapeurs-pompiers, un bureau de douane, etc. Des administrations, toutes les administrations d'un village. Avant la guerre 14, les habitants vont faire plusieurs demandes d'érection en commune de leur hameau de Wemacar. Sans succès, bien sûr, puisque les guerres, à la fois de 1870 et surtout la guerre 14-18, va réduire à néant toutes les tentatives. Après l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand et de son épouse à Sarajevo le 28 juin 1914, le monde va s'enfoncer progressivement dans un conflit dont personne ne mesure encore le désastre. Le 31 juillet, l'Allemagne lance un ultimatum à la France et l'assassinat le même jour de Jean Jaurès, leader du mouvement pacifiste, plonge le pays vers l'inévitable. Comme dans toutes les communes de France, les affiches ordonnant à la mobilisation générale furent apposées le 1er août 1914, dans toutes les communes. Houpline, c'est la même chose. Aussitôt les affiches apposées, le garde champêtre sonnait le tocsin, les églises se mettent à sonner, à toute volée, et puis les usines cessent de fonctionner, les ouvriers sont renvoyés chez eux. Il y a à peu près 300 Houplinois qui sont mobilisés tout de suite le lendemain. Alors le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France
Et aussitôt, les mobilisés se dirigent vers la gare d'Ouplin, vers la gare d'Armentières. Certains y vont à pied, d'autres en voiture. Il faut absolument rejoindre les différents moyens de transport pour se rendre dans la région lilloise. Pour attaquer la France, les Allemands ont un plan, le plan Schlieffen, du nom de son créateur, le général Alfred von Schlieffen. Parti à la retraite en 1905, c'est le général Helmut von Moltke qui reprit son élaboration dès 1906 et le mit en application en 1914. Il faut savoir qu'en 1870-71, il y a déjà une guerre entre les Français et puis les Prussiens. Les Prussiens se sont rendus compte que la France était un pays très riche. L'issue de la guerre de 70 a fait que les Prussiens ont conquis l'Alsace-Lorraine. Ça a amené aussi la création de l'Empire allemand sous, je dirais, la conduite sous l'emprise de la Prusse, puisque le roi de Prusse est en même temps empereur d'Allemagne. Et se rendant compte que d'autres pays étaient concurrents de l'Allemagne, je parlais surtout de la Grande-Bretagne, mais également de la France, tant au niveau des colonies qu'au niveau économique, au niveau de la flotte, l'empereur d'Allemagne a décidé de s'étendre. Et je dirais, le pays qui lui semblait le plus proche et le plus intéressant était le nord de la France, voire la France en entier. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'en France, il y a de la métallurgie, il y avait des mines, une agriculture très riche. Et donc le plan Schlieffen visait à attaquer la France en traversant la Belgique et en effectuant un mouvement tournant, un mouvement en faucille. Et donc lors de l'attaque, 7 armées allemandes devaient franchir la frontière belge, luxembourgeoise, attaquée par le nord de la France en direction de Paris. Ce plan Schlieffen n'a pas tout à fait été suivi parce que fin août, début septembre, une des armées, plutôt que de contourner Paris par l'ouest et par le sud, a décidé de contourner un peu plus tôt et d'éviter Paris, imaginant que les Français qui étaient au niveau de la Marne allaient pouvoir être coupés, sachant que les Français, eux, s'étaient surtout placés en direction des frontières de l'Est. Les Français ont eu connaissance justement de cet infléchissement de l'armée allemande et il a été décidé de bloquer l'avancée allemande au niveau de la Marne. C'est ce qu'on appelle la bataille de la Marne, qui s'est soldée début septembre par, je dirais, un recul des Allemands, et ça a été le début de ce qu'on appelait la course à la mer, sachant que les Allemands voulaient absolument passer, et puis les Franco-Britanniques et les Belges étaient à l'opposé et tentaient au contraire de repousser cette avancée allemande. Le résultat, c'est que le front pratiquement montait à la verticale entre la Marne et puis la mer du Nord, et passé par Lille vers le 10 octobre. Durant ce conflit, des hommes vont entrer de manière tragique dans l'histoire des communes qui forment le hameau de Wemacar, comme le colonel Clémenceau, à la tête du 20e régiment de chasseurs à cheval. Arrivé vers le 5 octobre 1914 en gare d'Armentières avec son régiment, le colonel a quitté les combats dans l'est de la France pour venir en renfort au sud de l'île. Pour cela, il doit accompagner le 8e ainsi que le 1er régiment territorial. Il reçoit l'ordre de se rendre en urgence à Quesnoy-sur-Deûle et à Deûlémont pour aider le 1er régiment de chasseurs à cheval qui protège les ponts sur la Deûle. Après cet épisode, le 7 octobre, il se rend à Aubert pour rejoindre le 8e régiment territorial qu'il doit escorter sur la région de Lille. Durant cette escorte, il rencontre un groupe de 10 000 hommes, des civils mobilisés, qui cherchent à rejoindre leur régiment. Ces 10 000 hommes sont un petit peu perdus dans la nature et les Allemands vont les attaquer à Radinghem, au moment donc où le colonel passe, lui, avec le territorial pour partir sur l'île. Donc dans cet esprit-là, le colonel se rappelle bien de l'endroit où se trouvent les Allemands. Et quand il va avoir accompagné le 8e territorial, il va revenir et il va éviter de passer effectivement à Radinghem et il va rejoindre donc plutôt le nord. Donc le nord, ça veut dire qu'il va passer entre Anglo et Cappinghem. Donc Anglo et Cappinghem, il va se trouver un moment dans un petit bois
Et là, les Uhlans commencent à tirer et effectivement, il est inquiet de ce qui peut se passer. Il envoie un escadron, donc son lieutenant part avec quelques hommes et ils reviennent en disant que le passage peut se faire. En fait, ils vont partir, donc le lieutenant en tête, le colonel avec une vingtaine d'hommes. Ils vont traverser le village d'Entières. Et en traversant le village d'Entières, ils se font prendre en fait dans une embuscade. Les Allemands sont partout, ils sont dans les maisons, ils sont cachés et vont les attaquer. Donc le colonel essaye de faire demi-tour, c'est impossible. Et là, ils vont se faire massacrer, il n'y a pas d'autre mot. En fait, le régiment complet va tomber sous les balles des Allemands. Et le colonel Clémenceau va malheureusement décéder à Lille lors de son transport à Lille. Et il va mourir le jour en fait, de la bataille de Lille. Et les Allemands auront pris Lille à ce moment-là. Le 17 octobre 1914, le 2e bataillon royal des fusiliers de Dublin se trouve à Armentières et il repousse les Allemands vers Oupline. Parmi eux se trouve un certain William McCann, matricule 6735. Eh bien, pour une raison indéterminée, le soldat McCann, qui passait par la rue des Déportés, il arrive à l'endroit qui est appelé l'Octroi, entre Oupline et Armentières. Et là, on ne sait pas pourquoi, mais là, il décide de tourner sur la droite dans la rue Curie. Alors, il s'éloigne un peu de la route qu'il devrait prendre, mais c'est peut-être pour souffler un peu. Il arrive tout au bout de la rue Curie, et là, il voit une maison. C'est une maison que peut-être un estaminet ou alors une petite épicerie avec un comptoir de boissons. Il décide de rentrer pour manger ou pour boire, pour se rafraîchir le gosier. Et il tombe nez à nez avec 6 Allemands qui, justement, sont en train de boire. Alors, ni une ni deux, il prend son fusil et il tire sur les 6 Allemands et il les tue tous les 6. Malheureusement, il y a 1 ou 2 Allemands qui ont eu le temps de riposter et il reçoit une blessure, une très très grave blessure. Il meurt peu de temps après. Et donc, les 2 dames qui sont là, une plus âgée qui est la tenancière et sa fille, ils décident d'enterrer les 7 hommes derrière leur maison parce qu'elles craignent un retour éventuel des Allemands. Donc le soldat McCann est enterré avec les 6 Allemands et il reste là pendant un petit moment. Et ce soldat a été un héros, involontairement bien entendu. Donc il a été exhumé après la guerre et il a été réinhumé dans un cimetière qui se trouve sur le Plugstert en Belgique, qui s'appelle le Strand Militari. L'invasion de la Belgique, dont la neutralité est garantie par le traité de Londres de 1839, pousse le Royaume-Uni à déclarer la guerre à l'Allemagne. Des contingents anglais, gallois, écossais et irlandais vont combattre en Belgique, dans le Nord, le Pas-de-Calais et la Picardie. Avec la course à la mer, le front arrive à Wemacar et se stabilise entre l'entrée du hameau, côté La Chapelle d'Armentières, et la ruelle de la Blanche. Des troupes britanniques y prendront place autour du 17 octobre 1914. Ce conflit, dont on pensait qu'il serait rapide, s'enlise et les troupes qui se font face vont devoir s'enterrer pour se protéger. Le front se stabilise sur une ligne dans notre région de Frolinguin, La Chapelle d'Armentières, Wemacar. Et des tranchées sont creusées sur 650 km à peu près, de la mer du Nord jusqu'à Bâle à peu près. Des civils sont réquisitionnés pour creuser les tranchées. Ensuite, les Britanniques mettent des fils barbelés et ils placent des canons. Et ils commencent à tirer sur les Allemands, donc les Allemands ripostent. Et c'est là que nous avons les premiers civils qui sont tués. Le 20 octobre, il y a 400 obus qui tombent sur la ville d'Oupline. Et ça commence à devenir déjà difficile. Les Allemands ont constaté que Prémec était un carrefour, un point important qui était sur la hauteur, qui permettait de dominer la plaine de la Lys. Sachant qu'Armentières a été occupée pendant une semaine entre le 9 et le 16 octobre par les Allemands, ils ont été ensuite chassés par les Anglais. Et donc le carrefour de Prémec est très important parce qu'il va bloquer l'avancée éventuelle des Britanniques en direction de Lille. Lille
a un enjeu très économique très important pour les Allemands. C'est très riche au point de vue industrie, au point de vue population, et à la fois de l'industrie, du textile. Et je dirais, et en plus de ça, les Allemands savent qu'il y a des stocks très importants de matières premières et ils veulent absolument rester maîtres de l'île. Et donc les régiments saxons ont pour ordre, ils ne sont pas seuls bien entendu, ont pour ordre de bloquer absolument l'avance britannique en direction de l'île. Sachant qu'à l'inverse, l'objectif des Britanniques, des troupes britanniques qui ont repris Armentières à partir du 16-17 octobre, est justement d'occuper Péranchy, d'occuper Prémet, de servir de base de départ pour une avancée, une attaque en direction de l'île. Donc la bataille de Prémec se situe à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a les Allemands qui ont pour ordre de défendre absolument Prémec, Péranchy, c'est-à-dire les hauteurs. On est à 40 mètres au-dessus de la vallée de la... on est à 40 mètres d'altitude, à 20 mètres donc au-dessus de la plaine. Et à l'inverse, les Britanniques qui sont dans la plaine ont pour mission d'essayer de s'emparer d'Entières, de Prémec, de Péranchy pour servir de base de départ pour reprendre l'attaque, disons l'attaque en direction de l'île. Et les Allemands donc vont installer 3 lignes de défense. La première étant au niveau de Wemacar, la rue de la Blanche. La deuxième va être installée au niveau de la ferme de l'Éperonnerie, du château de Prémec jusqu'à Batrou. La troisième va se trouver au niveau, je dirais, du bourg, au niveau du bourrelet, le sommet du bourrelet. Et là, il y a également des tranchées, des blocos qui vont être construits. Et puis, on peut considérer qu'il y a également une 4e ligne de défense qui va être là vraiment sur le replat, mais plus au niveau de Prémec, Capinghem, je dirais pratiquement au niveau de ce qui est actuellement Saint-Philibert, où est installé Saint-Philibert. Alors au départ, bien entendu, il n'y a pas de blocos, il n'y a pas de casemate, les Allemands vont le construire progressivement, mais on sait que dès le départ, dès qu'ils arrivent vers le 14-15 octobre au niveau de Capinghem, ils creusent déjà des tranchées, précédés de barbelés. Les blocos vont être construits à partir de 1915, 1916, 1917, avec, je dirais, beaucoup d'aménagements ultérieurs. Blocos, casemate, fortin, abri, en fait, ce sont des mots qui signifient à peu près la même chose, mais avec des nuances peut-être au niveau utilité, au niveau usage et au niveau taille. Le blocos, c'est vraiment ce qu'on a vu pendant la guerre 14 au niveau de l'Allemagne, qui ont été également faits par les Anglais et par les Français sur d'autres fronts, d'une qualité différente et d'une construction différente. Et le blocos s'est différencié après en abri, tout en gardant le même terme, mais un abri, c'était quelque chose de petit qui ne servait qu'à recevoir que quelques hommes pour justement s'abriter. Après, il y a le terme casemate également qui a été défini, qui a été donné, mais plutôt pour des bunkers allemands, des bunkers anglais, pardon. Fort, fortin, tout ça, ce sont des mots français qui signifient la même chose, mais qui ne sont pas vraiment utilisés dans le langage de fortification de la Première Guerre mondiale. Alors, ils ont été conçus, on va d'abord prendre peut-être l'époque à laquelle ils ont été conçus pour la première fois. On pense qu'on n'a pas vraiment de date, mais c'est à la fin 14, début 1915 que les premiers ont été construits. Ils ont été construits pas loin des lignes, pas loin des tranchées, de façon à servir d'abri aux belligérants, aux soldats. Ils ont été construits sur plusieurs lignes. Ce qu'on trouve encore actuellement dans la campagne se sont raréfiés quand ils étaient assez proches du front, assez proches des lignes, et sont restés quand même assez nombreux, plus on allait en arrière, vers l'arrière du terrain, quoi. En sachant que les premiers servaient d'abri et aussi de poste d'observation, et plus on entrait à l'intérieur du territoire, plus on avait des choses plus élaborées qui servaient de commandement, qui servaient de réserve de munitions, qui servaient de postes d'artillerie importants, et qui servaient aussi d'infirmerie, d'ambulance et tout ce qu'on veut, quoi, hein. On avait généralement plusieurs lignes, assez disséminées, pas toujours très droites, mais qui correspondaient quand même à des étages, à des niveaux d'importance de bunkers, d'importance d'abri et d'usages différents évidemment. On retrouve énormément de blocos sur la crête des Wep, donc la crête de Prémec, la crête d'Entières, etc. Et c'est là qu'il en reste le plus et c'est là qu'on trouve encore les plus importants, hein, les plus complets.
et avec pour certains des tailles assez volumineuses, de près de 20 mètres de long sur 5, 6, 7, 8 mètres de large pour certains, avec à l'intérieur des postes, des réserves, des abris, des salles, je ne vais pas dire de réunion, mais enfin où il y avait beaucoup d'hommes qui pouvaient se rejoindre, et également des postes de réserve et des postes d'artillerie importants. Alors sur la zone de Wemacar actuellement qui ont été recensés, on en a 79, dans un rayon de 3 km à partir on va dire, du centre du village, c'est-à-dire du carrefour. Hein. Donc 3 km vers Péranchy, 3 km vers Entière en Anglo, et idem vers la Chapelle. En sachant que dans la direction de la Chapelle, on n'en retrouve que très peu. On en retrouve 2 près du cimetière de Wemacar, qui sont très proches des lignes allemandes, enfin de la fin des lignes allemandes, du No Man's Land après. Et on en trouve un au bord des lignes britanniques, donc près de la rue Vigneron, à la rue du Courtembu. Et là, c'est un blocos britannique, et c'est le seul qui reste dans ce secteur-là, dans ce rayon-là. Après, on en trouve sur Houpline, ruelle de la Blanche. Quand on retourne après vers la voie ferrée, l'île Dunkerque, donc l'île Armentières, on en retrouve dans le remblai de la voie ferrée, notamment à la rue de la Bleue à Prémec, également à Péranchy. Après, on en a évidemment sur la côte d'Entière, qui descendent jusqu'à Écoubel, qui suivent après le front vers Radinghem, le Ménil-Fromelles, etc., vers Aubert et vers Illy, vers la Bassée, c'est-à-dire tout le long du front. Les troupes britanniques veulent reprendre l'île qui se trouve aux mains des Allemands. Pour cela, ils vont lancer une grande offensive sur cette partie du front, le 18 octobre 1914. Alors, il faut savoir que dès le 14 octobre, de nouvelles troupes allemandes arrivent de la Gorgue et que l'état-major allemand s'installe à Entière, donc chez le maire M. Descamps. Il commence déjà à creuser des tranchées, donc il s'installe à Entière. Les Anglais, sachant que tous les villages alentours sont déjà occupés, vont préparer la bataille du 18 et très tôt le matin vont attaquer en bombardant la ville d'Entière. La ville d'Entière sera malheureusement pratiquement détruite par ces bombardements. La bataille va durer plusieurs jours, mais les Anglais malheureusement seront perdants dans cette bataille. Les Anglais vont faire évacuer le village après le premier bombardement. Il restera encore quelques personnes. Les gens sont affolés, ne savent pas trop où partir. En fait, ils sont perdus. Ils vont partir à Beaugrenier avec rien dans les mains. En fait, les gens sont partis à cette période-là. En pensant partir 2-3 jours et ils ne seront jamais revenus chez eux en fait. Donc les Allemands ensuite, après la bataille, vont faire partir les derniers Antiérois qui eux, pareil, ne reviendront jamais chez eux, ou du moins pas avant la fin de la guerre, puisque les Allemands vont occuper le village jusqu'à la fin de la guerre. Donc le 18 au matin, les hommes du 2e bataillon du Leinster passent à l'attaque à 11h du matin, une compagnie du 2e bataillon du Leinster a atteint Prémec et s'y installe. En fin d'après-midi, ils ont pour mission de creuser des tranchées à l'endroit où ils sont, afin de conserver leur position, sachant que dans le même temps, le 3e bataillon de la Rifle Brigade, lui, a été bloqué par les Allemands au niveau du Fresnel et qu'il a dû se retirer en direction de l'Épinette et de la ferme de Portégal. Autrement dit, il n'y a que le 2e bataillon du Leinster qui est un peu en avance au niveau de Prémec. En même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que le 18 octobre, il y a également des combats entre des Britanniques et des Allemands sur Entière, mais il y a également sur Fromelles. Donc la bataille de Prémec n'est qu'un élément, n'est qu'un jalon sur une poussée des Britanniques qui voudraient avancer sur l'île et, je dirais, une action de résistance des Allemands qui souhaitent conserver l'acquis. La journée du 19 est relativement calme, si on peut parler de calme lorsqu'il y a des combats latents ou lorsqu'on sait qu'il va y avoir une contre-attaque le lendemain. Et effectivement, le 20 au matin, dès 2h du matin, les Allemands lancent une contre-attaque d'infanterie qui est repoussée par les hommes du Leinster. Et à 8h, je dirais, les Allemands attaquent de façon très très forte. L'angle d'attaque, c'est, je dirais, la droite du Fort Sénarmont. Et là, en moins d'1 heure,
3 compagnies du Leinster sont pratiquement, je dirais, défaites. Il ne reste que la compagnie A qui, elle, est installée au niveau du mont de Prémec à résister pour la bonne raison qu'elle a des mitrailleuses. Les combats sont excessivement durs. Les Allemands avancent maison par maison et par haie. Il y a des combats au corps à corps et les Allemands précisent qu'ils sont même amenés à utiliser des bêches, des pioches pour attaquer. Ils reconnaissent qu'en face d'eux, ils ont des troupes d'élite qui se battent pied à pied, qui, je dirais, n'abandonnent le terrain que de façon très très difficile. Le résultat néanmoins est qu'en fin de journée, il n'y a plus que la compagnie A qui tient à peu près le terrain au niveau du mont de Prémec. Une contre-attaque a été faite entre le château d'Espelles et le mont de Prémec, malheureusement, je dirais sans succès. Le résultat est donc vers minuit, les Britanniques, parce qu'il y a non seulement des Irlandais du Leinster, mais également des hommes du Nord Staffordshire qui ont contre-attaqué, sont obligés de se replier en direction de Bois-Grenier et en direction de la rue du Bois. Donc on peut considérer qu'en fin de journée du 20, les Allemands occupent Prémec. Le 21, ils poursuivent leur avantage, ils occupent donc Wemaquin, ils poussent également leur avantage au niveau de la Bleue, et les Anglais donc abandonnent le terrain et se replient sur une ligne allant de Bois-Grenier à la Chapelle-Armentières jusqu'à Houpline. Alors quel est le résultat de la bataille ? Bien tout simplement celui-ci, c'est que les Allemands ont réussi à conserver, je dirais, le verrou que constitue le bourrelet de Prémec, Hennetière et puis Prémec, qui leur donne une vue sur la plaine de la Lys, une vue dominante sur la plaine de la Lys. Les Britanniques, je dirais, doivent se contenter de maintenir leur position au niveau de Bois-Grenier, de la Chapelle et d'Houpline, et pendant 3 ans et demi, ça va être la ligne de front. Jusqu'à ce que, début avril 1918, les Allemands, dans le cadre d'une opération Georgette, lancent une attaque de force qui va tout à fait refouler les troupes franco-britanniques et il faudra attendre le mois de juillet 1918 pour que les franco-britanniques réussissent à stopper l'avance allemande, à reprendre l'offensive et à matérialiser cette reprise offensive par la reprise de Prémec qui va se faire dans les premiers jours de 1918. Après le traité de paix entre les Allemands et les Soviets, signé le 3 mars 1918 à Brest-Litovsk, les Allemands sont débarrassés de la guerre sur les 2 fronts. Ce qui permet à l'état-major allemand de ramener 40 divisions qui se battaient à l'est sur le front des Flandres. 40 divisions, c'est énorme. Donc les Allemands, ils ont commencé à faire une première petite offensive qui s'appelait l'offensive Michael. Il s'agissait de passer par la Picardie et de remonter par la Somme pour encercler l'armée britannique. Cette offensive a été arrêtée. Ils ont fait une deuxième offensive qu'ils ont appelée offensive Georgette. Dans la nuit du 7 avril, les Allemands ont commencé à canonner et les Britanniques estiment qu'ils ont reçu des obus à gaz, des obus éclatants, entre 28 000 et 40 000 obus. Et le 9 avril, une trentaine de divisions se sont attaquées à l'armée britannique qui ne s'y attendait pas et qui a dû reculer sur 60 km. Donc le 11 avril, les villes d'Houpline et d'Armentières étaient entre les mains des Allemands et l'empereur Guillaume II est venu à Armentières pour féliciter ses troupes de l'éclatante victoire qu'il venait d'avoir. Mais le problème, c'est que l'offensive Georgette a quand même été arrêtée avec des combats qui se sont déroulés entre les Français et les Allemands à Kemmel, et puis par les Britanniques qui sont arrivés en masse en remontant de la Somme. Et ça a été l'échec de l'armée allemande qui, à partir de ce moment-là, a commencé à perdre beaucoup de batailles. La même communauté de souffrance rapproche les cœurs, fait fondre les haines, naître les sympathies entre gens indifférents et même adversaires. Ceux qui nient cela n'entendent rien à la psychologie humaine. Français et Allemands se regardèrent, virent qu'ils étaient des hommes tous pareils, note Louis Barthas, caporal au 280e régiment d'infanterie, dans ses carnets de guerre. Le 25 décembre 1914, choqués par l'étendue des pertes humaines depuis le début de la guerre, les soldats épuisés vont marquer spontanément des trêves sur plusieurs endroits du front.
Sur Houpline, il y a eu 2 trêves de Noël. La trêve de Noël qui a eu lieu au No Man's Land, à la ferme de la Moutarderie, entre les Allemands et les Anglais. Les Allemands étant sur Frolinguien, les Anglais sur Houpline. Le 25 décembre, tout était calme. Et d'un seul coup, on entend les Allemands chanter Stille Nacht à l'approche de minuit, et repris après par les Écossais. Alors, chacun chantait comme ça et se sont salués. Et puis, ils ont offert des présents. Bon, ils se donnaient du pudding, des cigarettes. En échange aussi, de l'autre côté des Allemands, eux, ils venaient avec de la bière de la brasserie Lutin qui était sur Frolinguien. Et un Écossais s'amène avec un ballon. Et ils se sont mis à jouer, à faire un match de foot. Le ballon, bien sûr, a crevé. Et le match s'est terminé avec un score de 3-2 en faveur des Allemands. Puis, bon, suite à ça, le lendemain matin, ça a repris, la guerre a repris, quoi. Mais c'était un moment de calme et de paix. Voilà. La deuxième trêve a eu lieu à l'Épinette. Donc là, il y a aussi les Anglais et les Allemands. Et là, ils ont aussi échangé, alors là, des présents. Ils ont échangé aussi du pudding, des chocolats. Mais par contre, là, après, dans le calme, ils ont enterré leurs morts. Seulement dans la soirée, les Écossais ont été remplacés parce que leur état-major n'était pas très très content de la pactisation avec l'ennemi. Et d'ailleurs, les civils houpinois n'étaient pas contents non plus parce qu'ils recevaient des obus qui étaient tirés d'un peu plus loin pendant que les autres jouaient au football. Alors ça leur a pas plu du tout. Lettre de Wilbert Spencer, jeune officier de 17 ans, engagé dans l'armée britannique en août 1914 et décédé sur le front 8 mois plus tard. France, le 28 décembre 1914. Ma chère mère, nous sommes toujours au même endroit après un Noël très froid dans les tranchées. La veille de Noël, nous avons aperçu entre 9 et 10 lumières le long des lignes allemandes. Elles provenaient d'arbres de Noël. Il n'y a eu aucun tir durant la nuit qui suivit, seulement de fortes gelées. Le jour de Noël, nous avons entendu les mots « Joyeux Noël » qui provenaient des lignes allemandes. À notre tour, nous avons écrit sur une planche « Joyeux Noël » en allemand. Il n'y avait aucun tir et, progressivement, de chaque côté, les hommes ont commencé à se montrer. Puis, 2 Allemands sont venus à mi-chemin du No Man's Land et ont appelé un officier. Je suis alors sorti pour aller à leur rencontre et j'ai compris qu'ils souhaitaient obtenir un armistice de 4 heures pour pouvoir enterrer les hommes morts sur le No Man's Land. Quelques jours auparavant, nous avions subi une attaque qui avait causé beaucoup de pertes. Une fois mis d'accord, pouvez-vous imaginer cela, les hommes se sont retrouvés au milieu du No Man's Land, se sont serrés la main, se sont souhaités les vœux de saison, puis ont bavardé. Quelle étrange scène entre ces 2 côtés pourtant si hostiles. Puis, nous avons transporté les morts et les avons enterrés comme ils étaient. Je ne vous décrirai pas les scènes que j'ai vues et que je n'oublierai jamais. Nous sommes retournés ensuite dans les tranchées avec un sentiment de haine de plus en plus fort après ce que nous venions de voir. Il y eut très peu de tirs durant les 2 heures qui ont suivi. Ce Noël fut une journée très étrange. J'ai bien reçu vos 2 colis, un long avec un arbre de Noël à l'intérieur, du chocolat, des cigarettes et du tabac, et l'autre contenant des mitaines, un foulard et des médicaments. Tout cela est très bienvenu. Je n'ai pas encore reçu le tant désiré gilet cardigan. J'espère qu'il ne s'est pas perdu. Nous sommes maintenant en retrait dans une ferme pour un repos de 3 jours. La famille qui nous reçoit est très agréable. Elle est composée de petites filles, âgées de 4 à 16 ans, et d'un petit garçon. Après avoir profité des douces pensées que ce petit arbre de Noël nous a transmis, je l'ai offert à la petite fille de 4 ans, à la grande joie de la famille. Dans 2 mois, je pourrai peut-être rentrer, un jour ou 2 à la maison. Mais cela est très incertain, car ils ont vraiment besoin de chacun d'entre nous ici. Si vous le pouvez, j'aimerais bien recevoir une paire de bottes Gun taille 10. Pensez à mettre plusieurs étiquettes de chaque côté des colis que vous m'envoyez. Des cigarettes, du cacao et des tablettes de soupe seraient très bien accueillis ici, avec également des petites boîtes de lait concentré. Nous faisons souvent des boissons chocolatées. Un grand sac de tabac doux serait aussi très agréable, car nous fumons beaucoup ici. Cela nous permet à tous de tenir. Je pense que vous pourrez obtenir des cigarettes à très bon prix lors des soldes chez Harrods après Noël. Je vais essayer de vous écrire aussi souvent que possible, mais vous devez vous rappeler qu'il y a un tas de choses à faire ici,
et que les tranchées sont parfois trop boueuses pour écrire. Votre fils bien-aimé, Wilbert. PS, nous sommes dans une des rares maisons qui n'ont pas été détruites par les Allemands. Alors, les conditions de vie sur le front sont excessivement difficiles, pour la bonne raison que le front se situe, si on parle de Prémec et puis de la Chapelle-Armentières, se situe dans les bas, c'est-à-dire c'est une zone, je dirais, où la nappe phréatique affleure assez facilement. En plus de ça, les premiers mois, le temps est assez humide et donc la vie dans les tranchées des soldats est excessivement difficile. Les tranchées sont creusées à faible profondeur. L'eau monte assez rapidement. On a des récits, tant du côté britannique que du côté allemand, qui indiquent que les hommes ont de l'eau jusqu'aux genoux, voire jusqu'à la taille, et qu'ils sont obligés d'y rester plusieurs jours d'affilée. Donc conditions excessivement difficiles, conditions de vie très difficiles, difficulté aussi d'approvisionnement. Et puis ça c'est... il faut imaginer en plus qu'il y a des tirs de sniper, qu'il y a de l'artillerie, qu'il y a des avions qui survolent, je dirais, les tranchées. Donc c'est excessivement pénible. Je me demande même comment des hommes ont pu subsister dans de telles conditions. Sachant qu'il y a des roulements. La particularité aussi, c'est que pour les Britanniques, je dirais, les bataillons tournent. Donc ne sont pas tout le temps au même endroit. À l'inverse, pour les Allemands, chaque bataillon ou chaque régiment a une section du front qui lui est bien attribuée. Je dirais, ce sont les 12 compagnies de chaque régiment qui tournent à l'intérieur de ce secteur. Le secteur peut avoir 2 à 3 km de long. Et puis, les compagnies se relaient à tour de rôle entre, je dirais, le front et puis la réserve en arrière, où là, il y a un peu de repos. En fait de repos, c'est uniquement de ne pas être au feu, mais c'est d'apporter des matériaux pour consolider les tranchées, construire des abris, etc. Donc une vie excessivement difficile, avec des vêtements qui ne sont pas forcément appropriés, je dirais, à vivre constamment dans l'eau, dans la boue et dans le froid. Étant donné que les conditions de vie sont difficiles, les boîtes de rations, une fois qu'elles sont vides, sont utilisées pour faire ses besoins et ensuite elles sont jetées dans le no man's land. Donc ce n'est pas des conditions de vie très très agréables. En plus de ça, je dirais, les soins sont très limités, les hommes sont dans le froid, la promiscuité, et cela étant, ils tiennent le coup quand même. Je veux dire, il n'y a pas tellement de malades, a priori. Bon, il y a un certain nombre de gens qui sont vaccinés contre la dysenterie. Du côté allemand, ils ont une façon de se soigner qui est un peu particulière, c'est de manger des tartines de pain grillé. Il paraît que ça a un effet bénéfique sur, je dirais, les diarrhées et autres. Alors il faut savoir aussi que du côté des hommes du Leinster, il y a régulièrement la possibilité d'aller à l'arrière et de prendre des bains à Erquinghem. On en parle au moment, et à ce moment-là, ils en profitent aussi pour se changer de vêtements. Mais ça ne se met en place que très progressivement. Sinon, les hommes conservent leurs vêtements plusieurs jours d'affilée. Ces vêtements sont couverts de boue, sont humides, et la première chose que font tant les Britanniques que les Allemands lorsqu'ils arrivent sur l'arrière, c'est de sécher leurs vêtements, de gratter les vêtements, de gratter la boue, de retirer les poux, etc. C'est vraiment des conditions de vie excessivement difficiles. Les États-Unis, restés neutres jusqu'à présent, finissent par déclarer la guerre à l'Allemagne en avril 1917, suite à de nombreux événements. Les premiers contingents américains débarquent en Europe fin 1917. Avec 1 million d'hommes en août 1918, pour atteindre 2 millions à la fin du conflit, la supériorité numérique qu'ils apportent aux Alliés permet d'assurer la victoire. Ils participent aux contre-offensives victorieuses de Picardie, de Champagne et de Lorraine, débouchant sur l'armistice de novembre 1918. Après la libération, il faut maintenant tout reconstruire. Peu à peu, les Britanniques se renforcent et repoussent progressivement les Allemands. Ce sont donc des attaques, des contre-attaques, des contre-offensives. Mais les Allemands reculent partout et les Britanniques sont sur leurs talons, ils n'arrêtent pas. Le 3 octobre, les Allemands décrochent Dublin
et d'Armentières. Mais par contre, ils dynamitent tout ce qui est encore debout avant de s'en aller. Et le 10 octobre, les Britanniques reprennent les villes d'Armentières et d'Ouplin. Prémec est libéré par des Franco-Britanniques début octobre. Je n'ai pas la date précise, pour la bonne raison qu'on n'a pas de témoignages. Ce que l'on sait, c'est que début octobre, je pense vers le 10 octobre à peu près, on sait que les Britanniques ont repris Armentières et donc on peut imaginer qu'ils ont repris également Prémec. À partir du moment où il y avait des prisonniers allemands qui étaient occupés à, je dirais, nettoyer un peu les terrains, détruire les abris, retirer tout ce qui était métallique, etc. Je pense que les habitants ne sont vraiment revenus que tout à fait fin du mois, fin de l'année 1918 et au début de 1919. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les registres d'état civil ne reprennent qu'à partir de fin juin 1919. Et la première mention sur le registre d'état civil, c'est le décès d'un prisonnier de guerre allemand qui s'est blessé mortellement lors du dégagement d'un abri. Et il n'y a, je crois, que 3 ou 4 naissances pour l'année 1919. Il faudra attendre, je crois, 1920 ou 1921 pour que la population, qui était d'à peu près 1200 habitants en 1914, revienne à un peu plus de 700 habitants. Et alors qu'actuellement, elle dépasse les 2000 habitants. On voit que, je dirais, ça se fait très progressivement. D'abord, les champs ont été abandonnés pendant 4 ans, les immeubles doivent être reconstruits, et au niveau communication, etc., tout est à refaire. Il y a vraiment beaucoup de travaux. Et la rue du Retour porte un peu son nom, je dirais, c'était le retour, c'est par là que les premiers habitants sont revenus dans Prémec. Entières sera détruit, il n'y aura plus d'églises, plus de mairies, plus de maisons. La plupart des quartiers, certains même vont disparaître, c'est-à-dire que la rue au Sac, on ne la reverra jamais. C'était un hameau quand même d'une 50aine de maisons. La rue de la Fosse, c'est pareil. Il y avait une distillerie à la Fosse et il y avait aussi une sucrerie, donc beaucoup de maisons ouvrières. Ces quartiers-là vont disparaître. Et bien sûr, il faudra un certain temps, il faudra une dizaine d'années à peu près pour qu'Entières puisse se reconstruire. Je pense que les gens sont revenus après la guerre, mais pas tous, tous ne sont pas revenus, parce que moi j'ai vu des listes de réfugiés, on voit très bien que les gens sont partis, certains dans leur famille très proches, mais d'autres plutôt vers le sud-ouest, et donc ils sont restés assez loin. Et le village n'atteindra jamais le nombre d'habitants qu'il avait avant la guerre. Lorsque l'armistice est signé, le 11 novembre 1918, Ouplin offre un spectacle de désolation. Sur les 2000 maisons, il y en a 850 complètement détruites, 860 partiellement démolies, le reste n'y valait pas mieux. La commune déplore la mort de 308 soldats, 62 civils, et tout est à reconstruire. Les écoles, les bâtiments publics, les maisons, absolument tout. Les services municipaux commencent à revenir en 1919 et ils s'installent dans un baraquement provisoire qui est installé place de la République à Ouplin. On installe aussi des baraquements provisoires pour les quelques Ouplinois qui reviennent. Et quelque temps après, il y a 2600 Ouplinois qui sont déjà dans Ouplin en 1919. Alors la reconstruction fut très longue. D'abord, on reconstruisit les écoles. Puis le maire d'Ouplin, Ferdinand de Kock, fait venir un architecte, Albert Barr, pour reconstruire la mairie, l'hôtel de ville. Et il décide de l'installer entre les deux portions d'Ouplin, entre Ouplin-Bourg et Ouplin-Route. Donc c'est là que cette mairie est reconstruite et qui va être inaugurée en 1931. Et pour la reconstruction de l'église Sainte-Anastasie, la municipalité décide de le reconstruire un peu plus loin, à l'emplacement où se trouvait autrefois l'ancienne mairie. Donc on fait une petite église provisoire dans la rue Carnot, et l'église Sainte-Anastasie est reconstruite peu à peu et ouverte au culte en 1934. Quant à l'église Saint-Charles, on fait un petit baraquement pour une église provisoire, et l'église Saint-Charles est inaugurée en 1931. Et petit à petit, les maisons provisoires, elles durent longtemps,
Mais la commune se reconstruit peu à peu. On peut estimer peut-être qu'en 1934 que tout était rétabli, plus ou moins. Alors un siècle après, que reste-t-il? Des monuments honorent les morts. Toutes les communes formant le hameau de Wemacar ont reçu la croix de guerre pour les dommages et les pertes humaines qu'elles ont subis. Dans les champs et au bord des routes, de nombreux cimetières militaires rappellent combien cette région a souffert. Jusque chez les voisins belges, ou à Ypres, durement touchés durant ce conflit, chaque jour de la semaine à 20 heures précises sous les voûtes impressionnantes de la porte de Menin, et ce depuis 1928, le Last Post honore ceux qui sont tombés. L'anneau de la mémoire, à Notre-Dame de Lorette, inauguré le 11 novembre 2014. Les noms des 509 606 soldats tués sur les 90 km du front du Nord-Pas-de-Calais y sont gravés par ordre alphabétique, sans distinction de nationalité, de grade ou de religion. L'humanité a su démontrer, avec une détermination sans faille et une volonté inébranlable, combien elle était capable du pire. Puisse-t-elle démontrer un jour, avec la même énergie et la même détermination politique, combien elle est aussi capable du meilleur.